Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle, le divin qui habite notre conscience, proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce lundi 24 mars de l'an de grâce 2014 pour une autre édition de Kiosque Africain, la première de cette semaine. Au cours de cette autre édition, nous allons analyser, décrypter l'information telle que vue par nos confrères de la presse écrite africaine. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Joselengos, bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous y sommes encore pour notre boulot, comme pour le dire, nous avons répondu présent. Alors je vais également continuer à vous souhaiter bon début de semaine. Très bonne début de semaine à vous aussi, mais j'espère que le week-end n'a pas été très lourd de votre part. Non, pas du tout lourd, parce que nous avons toujours été là pour notre travail et nous serons toujours là pour le travail pour lequel on nous paie. Le journaliste doit dans ce devoir d'être parfaitement en forme, de peur, n'est-ce pas, de manquer à ces éditions de Kiosque Africain dont les téléspectateurs n'attendent que de l'actualité et encore de l'actualité comme ce jour. Et toujours de l'information. Et vous le savez déjà, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Vous le savez déjà, la connaissance, c'est le pouvoir. Et commençons par la première une de cette soirée. C'est à Niamey, Arriva annonce qu'il est proche de la conclusion d'un accord avec l'État nigérien. Des sources venant des médias français soulignent que le gouvernement du Niger entend renouveler son contrat avec Arriva si et seulement si le groupe français va se plier à la nouvelle loi de 2006 sur le minier. Alors, on constate que les médias français sont assez attentifs sur cette affaire de négociation entre le groupe nucléaire Areva et l'État du Niger. Vous savez que les négociations qui ont pris un coup pendant un bon bout de temps ont été relancées suite à la visite du président de cet organe-là au Niger. Monsieur Luc Oussel, qui est allé relancer les négociations, était donc en droit de dire à la presse française ce qu'il en était. Alors, il leur a dit que les choses allaient plutôt très bien et que Areva était sur le point de conclure avec l'État du Niger. Mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas l'État du Niger qui va fléchir dans cette affaire. C'est plutôt Areva qui reviendra sur les normes. Parce que, voyez-vous, l'État du Niger n'entend qu'appliquer les tests tels que cela a été dit sur la loi de 2006, une loi sur la fiscalité sur le minier. Alors, Areva, qui pendant très longtemps a bénéficié toujours de cette exonération de fiscalité, se doit donc obliger aujourd'hui de le faire. Et on constate qu'Areva ira quand même dans son chiffre de 5,5 à 12% de taux qui sera désormais extrait des revenus d'uranium, ce qui fera pratiquement entre 15 à 20 millions d'euros par an que l'État du Niger va devoir encaisser. En tout cas, selon les médias français, sûrement avec le quotidien français de l'économie, Les Échos, dans sa parution de vendredi, a ouvert une petite brèche pour le président directeur général du groupe Areva, M. Luc Oursel, qui a bien dit que, bien sûr, entre l'État du Niger et surtout Areva, ils sont proches d'un accord de coopération. Tout à fait. En réalité, c'est un accord. Et le directeur général fait bien de dire que les deux parties doivent tout faire pour que l'exploitation de l'uranium du Niger dure le plus longtemps possible pour entretenir également les emplois. Parce que, voyez-vous, il y a une main-d'œuvre bien à émailler tout autour de cette affaire de l'exploitation d'uranium. Donc, le fait que ça reste comme ça cause un sérieux problème. Mais il faut dire que Areva avait la pression déjà parce qu'il y a d'autres États qui frappaient déjà la porte du Niger. Vous vous en souvenez, cet accord signé entre la Turquie et le Niger. La Turquie qui doit désormais approvisionner également, le Niger qui devrait désormais approvisionner également la Turquie en uranium. Ça crée quand même un problème. Ça fait qu'Areva, sans une certaine pression, et s'est dit, écoutez, cette affaire peut nous échapper. Surtout que les Chinois et les Japonais commençaient déjà à se battre. Et justement, vous avez bien fait de le souligner. Il n'y a pas seulement que la Turquie, il y a également le Japon, il y a également la Chine qui frappe à la porte de l'État du Niger pour pouvoir prendre l'uranium de ce pays de l'Afrique. À Niamey, bien sûr, avait le droit de relayer cette information. Ce lundi, Areva annonce qu'il est proche de la conclusion d'un accord avec l'État nigérien. Des sources venant des médias français soulignent que le gouvernement du Niger entend renouveler son contrat avec Areva si et seulement si le groupe français se plie à la nouvelle loi de 2006 sur le minier. C'était à lire dans les colonnes du quotidien nigérien qui est tout simplement à Niamey. Le soir de Bamako, nous dit qu'il est accusé d'être un pigeon voyageur. IBK l'assume et le justifie, nous disait le soir de Bamako ce lundi, qui précisait par ailleurs que le chef de l'État malien fait ce pourquoi il a été élu. Nous avons fait remarquer quand même, il y a quelques jours, sur ce même plateau, que le président malien était constamment en mouvement.
et qu'il ne passait pas assez de temps dans son pays. Il était constamment en mouvement et cela peut s'expliquer. Vous savez que le Mali est presque un demi-État. Le Mali est en train de se refaire. Alors pour se refaire, c'est par le biais d'une certaine coopération parce que le Mali n'aura plus suffisamment de ressources. Le Mali étant affaibli par cette affaire de la rébellion au nord de ce pays avec toute une armée qui se réveille déjà en prison aujourd'hui. Rappelez-vous, ce sont les hauts gradés. N'oubliez pas ça. Ce sont les hauts gradés de l'armée malienne qui sont confrontés à des difficultés aujourd'hui par rapport à cette affaire de disparition des bérets rouges. Ibrahim Boubacar Keïta a visiblement besoin du soutien. Donc le président malien a besoin d'argent pour reconstruire son pays. Et il a besoin de ceux qui vont lui apporter du soutien pour sécuriser en tout cas l'État du Mali. L'État du Mali. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est là s'y voit dans ces différents déplacements. Lorsqu'il y va, il revient avec des accords signés. Il revient quand même avec quelque chose dans sa cagnotte. Donc c'est dit qu'il sort, c'est vrai, ils sont assez... mais c'est quand même justifié. En tout cas, c'est toujours justifié. Comme le disaient nos confrères du quotidien malien le soir de Bamako, accusé d'être un pigeon voyageur. Quand on parle de Ibrahim Boubacar Keïta, l'assume et le justifie. Nous disaient nos confrères du quotidien le soir de Bamako qui précisait que le chef de l'État malien fait ce pourquoi il a d'ailleurs été élu par les Maliens. Soir Info, nous sommes là du côté de la Côte d'Ivoire, transfèrement à la CPI. La mère de Blé Goudé en pleurs, Soro m'a trahi, poursuit Soir Info qui précisait qu'avant de prendre l'avion, le leader des jeunes patriotes a dit qu'il ne savait pas combien de temps il allait passer là-bas. Alors, il faut remarquer que Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ont quand même une histoire. Ces deux hommes qui se connaissent, qui ont mené à un moment donné le même combat. Pendant une période bien déterminée avant de prendre des orientations diverses. Donc c'est également deux familles qui se connaissent très bien. Il se pourrait donc que M. Soro avait donné des garanties à la famille de Blé Goudé que je veillerai à ce que rien de grave n'arrive à votre fils. Et qu'il ne quitte pas en tout cas le territoire ivoirien. Surtout qu'il ne quitte pas le territoire, mais là voilà qui est en train de s'en aller. Voilà pourquoi la mère dit écoute, Soro m'a trahi. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose. Les hommes politiques, vraiment, tout ce que ces hommes politiques disent, prenez ça avec beaucoup de pincelles. Parce qu'un homme politique, déjà, ne maîtrise pas son avenir. Lui-même, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Quand il promet quelque chose, soyez sûr qu'à l'instant même, 2 minutes plus tard, il promet aussi une autre chose, qui soit exactement le contraire de ce qu'il vient de dire. Donc, les hommes politiques ne sont pas des personnes où on peut reposer une confiance tout à fait aveugle, comme l'a fait la maman de Blé Goudé. Monsieur Guillaume Soro était un rebelle attentat, tout le monde le sait. C'est un rebelle qui a été calmé par les ardeurs du pouvoir, le pouvoir de monsieur Ouattara. Et on sait très bien que Blé Goudé et Guillaume Soro ont à un moment donné mené le même combat. Sauf qu'il y avait déjà divergence d'avis quand il fallait arriver au pouvoir. Ça a donné ce que ça a donné. Chacun a choisi un camp et le camp du gagnant est en train de mépriser le camp du perdant. Donc c'est pour vous dire en réalité que monsieur Soro sait très bien le jeu qu'il a eu à jouer à M. Blé Goudé, parce que Soro et Blé Goudé ne sont pas très différents. Je voudrais vous rappeler que la capacité que M. Blé Goudé a à rassembler les foules, M. Soro l'a également. On l'a d'ailleurs vu dans sa rébellion assez longtemps. Il a entretenu une rébellion dont il a obligé l'État de M. Laurent Gbagbo à négocier. Et il a été Premier ministre à l'époque. Rappelez-vous, et c'est ce qui va d'abord nous faire dédouaner un peu M. Laurent Gbagbo pour constater que c'était un monsieur qui absolument voulait de la paix. Mais pour revenir à la une, je voudrais sortir par là. Je crois, madame, la mère de M. Blé Goudé n'aura que ses larmes pour pleurer et elle va pleurer pendant longtemps parce que ce n'est que le début d'une longue exaction que va subir son fils. En tout cas, comme le disait le quotidien ivoirien, Soir Info, transfèrement à la CPI, la mère de Blé Goudé en pleurs, Soro m'a trahi, poursuivait nos confrères de Soir Info qui précisaient qu'avant de prendre l'avion, le leader des jeunes patriotes ivoiriens a dit qu'il ne savait pas combien de temps il allait passer du côté de la haie. Et comme le dit, il faut le dire également un proverbe ivoirien, lorsqu'on monte les escaliers, il faut toujours respecter ceux qui en descendent. Tout à fait. On espère tout simplement que le message est passé. Cette information était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien ivoirien Soir Info. L'observateur Palga, nous sommes là au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, mouvement du peuple pour le progrès. Les jeunes promettent de payer la caution en 2015. L'observateur Palga nous apprenait ce lundi que la révélation est sortie au cours d'une rencontre entre ces jeunes et leur président national. Je crois que le président, un certain Roch-Marc Kaboré, qui est le président du MPP, voudrait être un véritable challenger pour les candidats, en fait, son vis-à-vis. Peut-être en 2015, si M. Compaoré va réussir à revenir pour un autre mandat, il faudra déjà qu'il puisse modifier l'article 37 qui lui permette de revenir pour un autre mandat. Dans le cas où il ne reviendra pas,
M. Roch-Marc Kaboré pense qu'il est déjà président de la République au Burkina Faso, parce qu'il ne voit pas en face de lui une opposition autre que M. Blaise Compaoré. Alors, sa jeunesse qui s'est mobilisée pendant pratiquement 3 heures, a eu à l'inviter et lui dit, écoutez, nous allons payer votre caution. Vous n'avez pas assez d'argent, nous allons cotiser et nous allons payer votre caution. Pour le moment, ce qui est intéressant, c'est de mener le combat ensemble. Je crois que c'est ce que la une de l'Observateur Palga essaie de nous dire ce matin. C'est une jeunesse engagée qui veut faire front et qui veut faire carrière réelle dans la politique. En tout cas, comme le disaient nos confrères de l'Observateur, Palgaz, justement, le mouvement du peuple pour le progrès veut nous faire comprendre une chose simple. Il n'y a pas vraiment de grand adversaire du côté du Burkina Faso lors de la présidentielle de 2015. Si jamais même, s'il y avait vraiment un adversaire, c'est tout simplement le président du Faso, qui est tout simplement M. Blaise Compaoré. Mais jusqu'à preuve de contraire, M. Blaise Compaoré ne nous dit pas s'il sera candidat à sa propre succession en 2015. Il a un silence qui étouffe. En réalité, le silence étouffe. Et M. Compaoré sait très bien à quel jeu il est en train de jouer parce qu'il connaît très bien les Burkinabés. Il connaît très bien les Burkinabés. Comme vous le dites, c'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien burkinabé. L'Observateur Palga, Sud Quotidien, nous sommes là au Sénégal, nous parlait du vote de loi sur la déclaration de patrimoine. Les députés à l'abri de la transparence, c'est ce que nous faisait savoir Sud Quotidien lorsque le journal titrait sur les ministres à nu, les élus à couvert. On va tout simplement constater que c'est la 12e législature du Sénégal a pratiquement été extrêmement difficile sur la question de déclaration du patrimoine. Parce que, voyez-vous, les députés n'ont pas pu s'entendre à 100% dans cette affaire, sauf que la majorité a eu à prendre raison. Vous allez donc constater que les députés eux-mêmes ne déclarent pas le patrimoine, ce qui a d'ailleurs surpris certains députés qui pensent que les députés sont également les gestionnaires des fonds. Les maires sont également les gestionnaires des fonds. Donc, ces gens-là devraient également déclarer les patrimoines. Malheureusement, le test d'État, le test du gouvernement sénégalais qui est arrivé à l'Assemblée nationale ne comportait pas ces points. Et c'est ce qui a déçu un peu quelques députés, malgré le fait que cela a été voté à une écrasante majorité. On va donc tout simplement remarquer que c'est désormais la chasse aux ministres, qui sont désormais des ministres véreux, c'est-à-dire les détournements des derniers publics qui sont en vue au Sénégal. Et le texte tel qu'il a été adopté ne concerne uniquement que les ministres. Vous voyez donc que c'est un combat qui est mené contre les ministres qui ne refusent pas que le combat soit mené, mais qui disent qu'ils ne sont pas les seuls gestionnaires de fonds. Donc aujourd'hui, on peut imaginer que dans les jours à venir, ou bien dans les semaines à venir, on va commencer à déclarer en tout cas le patrimoine de chaque ministre et surtout de chaque député. En réalité, pas les députés, parce que les députés ont été acceptés de cette loi. Les députés, voilà pourquoi certains ont été surpris du fait que eux, députés qui gèrent également les projets, ne soient pas dans cette loi. Il était de bon ton que les députés également déclarent leur patrimoine. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec les maires, ce n'est pas le cas avec les députés. Pour les maires, on parle d'une déclaration lorsque vous gérez plus d'1 milliard de francs CFA. Alors, encore là, il faut atteindre le milliard de francs CFA pour aller faire vos déclarations, mais quelqu'un peut gérer 200 millions et faire des détournements énormes. Alors, ce qu'on veut, c'est que Sud Quotidien veut nous enseigner ce matin, c'est que la loi a été effectivement votée, mais c'était une loi qui mettait à nu les ministres et couvrait plutôt les députés. En tout cas, autre chose également, on a l'impression qu'aujourd'hui le président du Sénégal, Macky Sall, est en train de tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption, lutter contre les détournements de deniers publics par rapport à l'ancien régime qui était géré par Maître Abdoulaye Wade. Oui, ce qu'on va constater quand même, c'est qu'il y a assez de mouvements depuis que M. Macky Sall est arrivé au pouvoir. On voit un Sénégal qui veut avancer, on voit un chef d'État qui veut oser. Il est allé s'attaquer même à un régime assez fort, le régime de M. Abdoulaye Wade, qui était déjà bien installé et qui était ficelé dans ses affaires de détournement des derniers publics. M. Macky Sall a eu le courage d'aller s'attaquer à ce mal et aujourd'hui, il a la chance qu'il a une législature qui lui donne pratiquement Il y avait également un autre problème du côté du Sénégal avec les emplois fictifs. Il faut également le dire que certains membres du gouvernement de l'ancien régime de Maître Abdoulaye Wade aimaient bien en tout cas jouer au jeu en tout cas. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien quotidien sénégalais Sud Quotidien. Vote de loi sur la déclaration de patrimoine, les députés à l'abri de la transparence. C'est ce que nous disait Sud Quotidien dans sa parution de ce lundi, comme on pouvait le lire à la grande une du journal. Les ministres à nu, les élus à couvert.
Equila Africa nous parlait de la Côte d'Ivoire. L'opposition pro-Gbagbo dénonce une rupture de dialogue par le gouvernement après le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. C'est ce que nous disait Equila Africa dans ses colonnes de cette journée. Alors, on va tout simplement remarquer que le Front populaire ivoirien déclare prendre acte de la rupture du dialogue avec le gouvernement après le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Ce transfèrement qui a été fait samedi soir. Et il faut le dire, Charles Blé Goudé est déjà pratiquement près de son mentor, même s'ils ne se sont pas encore vus, d'après les dernières informations que nous avons reçues. Mais il faut dire quand même que le président du Front populaire ivoirien, qui est aujourd'hui comme le chef leader de l'opposition, voilà, en tout cas, le chef de l'opposition ivoirienne, demande à ce qu'il y ait d'abord un boycott remarquable quant à l'opération de recensement qui a démarré depuis quelques jours. Demande également à l'opposition de se remobiliser pour voir comment faire face à M. Alassane Dramane Ouattara qui semble être aujourd'hui contre la réconciliation. Parce que si vous lisez très bien les colonnes du quotidien Equila Africa, vous allez voir que le Front populaire ivoirien accuse le gouvernement d'être véritablement une entrave à la réconciliation des Ivoiriens, parce que ce gouvernement pose des actes qui sont tout à fait à se poser des questions. Est-ce que le gouvernement recherche la réconciliation ou le gouvernement se plaît dans un bordel dont on vit très souvent en Côte d'Ivoire? Il y a une question aujourd'hui qui brûle un peu les lèvres de tous les Africains. Pourquoi n'avoir pas choisi de jouer le jeu de l'Afrique du Sud à l'époque post-apartheid? On se rappelle de ce que, quand même, lorsque M. Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, on se rappelle en 1994, le premier but était en tout cas de réunir la conférence tous les nationale Sud-Africains, souveraine qui a réuni en tout cas ceux qui étaient en tout cas les bourreaux et ceux qui étaient les esclaves. À un moment donné, ils se sont mis sur la table, on a arrangé les problèmes et tout le monde est rentré dans sa patrie. Il y a eu des larmes qui ont coulé. On a pleuré d'un côté, on a pleuré également d'un autre. Et puis on a essuyé les larmes, on a pris la même direction. On a l'impression aujourd'hui que M. Alassane Dramane Ouattara veut plutôt jouer le jeu du bourreau. En réalité, c'est ça. On a comme impression que c'est ça. En tout cas, c'est de l'impression que nous avons, même si cela peut être également perçu d'une autre part, parce que n'oubliez pas que le gouvernement ivoirien estime que Charles Blé Goudé n'a pas également répondu à certains prérogatives. Il n'était pas très, très tranquille. Il y avait une actualité tout autour de lui qui était de nature à perturber l'ordre public, dont il était peut-être de bon ton de l'écarter également pour l'envoyer à la haie. Peut-être ça allait calmer quelques ardeurs. Mais je me dis, si on raisonne de cette manière, c'est un faux plan. Le gouvernement ivoirien aurait pu jouer également, aurait pu trouver d'autres cartes pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller dans le sens de la réconciliation. Malheureusement, ni le cas sud-africain que vous évoquiez là tout à l'heure, ni un autre cas n'a pas été pris par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire semble être résolue dans sa voie du bourrotisme. Alors on a l'impression aujourd'hui, quand même, à un moment donné, du côté de la Côte d'Ivoire, que tout est foutu. Parce qu'on a l'impression que le dialogue est terminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun dialogue. Il n'y a plus aucune solution, en tout cas pour les Ivoiriens qui ont besoin, en tout cas, de vivre dans la paix. Vous savez, en politique, tout est possible. Vous pouvez avoir l'impression tout à l'heure que tout est foutu, mais demain, notre décret vous ramène tout en ordre. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement ivoirien doit savoir comment jouer cette carte. Parce que c'est quand même des cartes qui sont entre les mains. Et si le gouvernement joue très bien ces cartes, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire va revenir en paix. M. Gbagbo peut revenir de la Cour pénale internationale. M. Blé Goudé peut également revenir de la Cour pénale internationale. C'est des décrets, c'est un problème qui peut s'arranger politiquement. Et la Côte d'Ivoire a les clés pour sortir M. Gbagbo et M. Blé Goudé de là où ils sont. En tout cas, on espère tout simplement que, comme vous parliez tout à l'heure de cartes, que ce ne sera pas un château de cartes qui va s'écrouler en tout cas. Et comme on parlait bien sûr d'Abidjan, l'opposition pro-Gbagbo a dénoncé hier dimanche dans un communiqué une rupture du dialogue par le gouvernement au lendemain du transfèrement de Charles Blé Goudé, impose l'ex-président Laurent Koudou Gbagbo de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, vers la Cour pénale internationale. Le Front populaire ivoirien déclare dans ce communiqué prendre acte de la rupture du dialogue politique par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. L'information était à lire dans les colonnes du quotidien Equila Africa. Nous allons passer à une autre une, cette fois-ci avec Iwaku, les voix du Burundi. La perpétuité pour 21 membres du MSD arrêtés le 8 et 9 mars dernier, nous faisait savoir Iwaku, les voix du Burundi. Le journal nous disait que le ministère public a requis la prison à perpétuité pour 48 d'entre eux. Selon le verdict rendu, il paraît lourd pour les organisations des droits de l'homme. Rappelez-vous, ces membres du mouvement pour la solidarité et le développement ont été interpellés le 8 et 9 mars dernier. C'était suite à un mouvement qui avait pour but d'empêcher d'abord la marche des femmes
pendant la célébration du 8 mars et d'exiger le gouvernement à revenir sur la table des négociations. Vous savez que le pouvoir de monsieur, je crois, de monsieur Pierre Nkurunziza est de plus en plus contesté par l'opposition qui estime qu'il n'y a pas une ouverture à la démocratie. Au Burundi, le président gère ce pays comme s'il était pratiquement seul et ne voulait pas écouter la voix de l'opposition. Cette opposition maintenant, qui semble être menée par une certaine jeunesse très dynamique, se veut donc donner un ton pour prendre tout au moins à témoin la communauté internationale sur les faits qu'elle est en train de vivre au Burundi. Alors, ce 8 et 9 mars, donc, pratiquement 70 jeunes ont été arrêtés, interpellés et condamnés pratiquement à des peines à condamnation à vie. Pour certains, peines très lourdes, en tout cas très lourdes pour la communauté internationale et surtout pour les droits de l'homme. Vous avez 15 ans, vous avez des condamnations à vie, vous avez 15 ans, vous avez 10 ans, vous avez 3 ans, vous avez 5 ans, et également à des francs symboliques. Donc, ces jeunes qui ont donc été interpellés, malheureusement, vont subir des prisons. Mais on attend voir, est-ce que l'opposition, telle que c'est en branle au Burundi, parce que je vous rappelle que l'UPRONA, qui avait déjà frappé les portes du gouvernement, n'entend pas se taire derrière cette stimulation que fait le gouvernement pour intimider la classe politique burundaise. En tout cas, on sait également que dernièrement, le président burundais Pierre Nkurunziza a quand même essuyé une belle défaite du côté du Parlement entre, bien sûr, le problème de partage de pouvoir entre les Tutsis et surtout les Hutus. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre de ce côté-là. Iwaku nous le faisait savoir, la perpétuité pour 21 membres du MSD arrêtés les 8 et 9 mars dernier nous faisait savoir Iwaku. Le journal nous faisait savoir également que le ministère public a conquis la prison à perpétuité pour 48 d'entre eux. Selon le verdict rendu, il paraît lourd en tout cas pour les organisations des droits de l'homme. Journal de Bangui, nous sommes là en Afrique centrale, précisément en RCA. Bangui, l'appel des fonctionnaires commence ce lundi, précisait le journal de Bangui, qui nous faisait savoir ce lundi que le gouvernement veut procéder à un contrôle physique dans tous les départements ministériels en vue de dénicher les fonctionnaires fictifs. Le gouvernement est quand même surpris du fait que la masse salariale parte de 3 milliards à 5 milliards de francs CFA. Juste après les périodes de crise économique, des crises politiques, donc vous comprenez qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des malversations de la part du ministère des Finances de ce côté. Donc, l'État veut absolument ramener les choses en ordre tout en allant vérifier le fichier pour se rendre compte quels sont ces fonctionnaires qui ont dû s'ajouter dans le fichier pour permettre à la Centrafrique d'avoir tout au moins une masse salariale raisonnable. On parle aujourd'hui de dénicher en tout cas les fonctionnaires fictifs, comme vous le disiez tout à l'heure. On ne peut pas quitter de 3 milliards à 5 milliards, c'est un peu trop quand même. Non seulement c'est un peu trop, mais c'est surprenant parce que quelle était la période dans laquelle la Centrafrique est subitement partie de 3 à 5 milliards alors qu'il y avait une crise qu'il fallait gérer. Donc c'est autant de problèmes. Vous vous rappelez même que pendant le dernier partage des fonds, lorsque les fonctionnaires sont allés toucher leur argent, il y en avait qui avaient 75 francs, il y en avait qui avaient 270 000, il y en avait qui avaient 70 000 alors qu'ils gagnaient 220 000. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans le fichier de la fonction publique centrafricaine. En tout cas, il y a un gros problème de ce côté-là et surtout, Mme Catherine Samba-Panza est en train de mettre tout à pied d'œuvre pour que le pays retrouve carrément, il faut le dire, aujourd'hui la paix et surtout la stabilité. On parle également de la stabilité économique dans les poches des fonctionnaires qui aujourd'hui souffrent et qui n'ont pas été payés en tout cas tous leurs mois. Parce qu'il faut dire que dernièrement les fonctionnaires sont allés chercher l'argent, mais c'était juste pour un seul mois. Un seul mois. Et ils en avaient pour 6. Et il y en a pour 6 mois. Donc Bangui, l'appel des fonctionnaires commence ce lundi, précisait Journal de Bangui dans sa parution de cette journée. Mutation, nous sommes là au Cameroun, USA, le FBI auditionne l'ambassadeur du Cameroun. Selon Mutation qui nous relaie l'information, Fowe Atangana serait cité dans les transactions financières douteuses en rapport avec le système de santé. Alors, Charles Bienvenu Fowe Atangana sera certainement dans des difficultés dans les prochains jours parce que le FBI entend le craquer jusqu'à la dernière ressource. Voyez-vous, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis est pratiquement soupçonné d'avoir aidé une Camerounaise dans des transactions mafieuses dans ce qu'on appelle Medicaid. Medicaid qui est un centre, un centre qui était chargé de faire des soins à domicile. Bref, c'est un centre qui est chargé de faire des soins à domicile et qui employait les aides soignantes
alors, qui a été mis sur pied par une Camerounaise, dont je ne citerai pas le nom sur ce plateau. Et il se pourrait donc que les titres d'autorisation de cette Camerounaise étaient déjà pratiquement expirés. Elle a continué à mener cette activité. Ça a donc causé un préjudice à l'État américain de pratiquement 42 milliards de francs CFA. Lorsque les enquêtes sont donc ouvertes, pendant plusieurs mois, il faut le dire, ces enquêtes qui sont ouvertes, il y a déjà une dizaine de Camerounais qui sont dans les tôles là-bas aux États-Unis, et l'ambassadeur qui semble être cité parmi plusieurs transactions a été auditionné malheureusement par le FBI, qui veut en savoir plus sur le rôle qu'il aurait joué pour permettre à cette Camerounaise de s'asseoir. Parce que rappelez-vous, la Camerounaise, on l'appelait déjà aux États-Unis Mamie Diamant. Ça veut dire qu'elle respirait déjà. Diamant. Elle respirait déjà extrêmement, elle avait trop d'argent, on ne savait pas exactement. Raoul Pépin Bena, pourquoi est-ce que cette affaire ne prend de l'ampleur que maintenant, puisque vous nous dites qu'il y a au moins 10 Camerounais qui sont en tôle? N'est-ce pas là, quelque part, si on peut le dire ainsi, une autre campagne de dénigrement du Cameroun, puisqu'on a quand même à la veille du départ du chef de l'État camerounais du côté des États-Unis d'Amérique qui va rencontrer le président américain? C'est vrai, on ne peut pas exclure cette opportunité ou alors cette possibilité, mais je voudrais rester dans les faits, parce que vous savez, les enquêtes ont aussi leur temps. Les enquêtes le problème est le suivant, on ne comprend pas pourquoi seulement aujourd'hui, à la veille du départ du chef de l'État camerounais du côté des États-Unis. Déjà qu'on sait une chose, une belle campagne de dénigrement a déjà commencé depuis quelques semaines. On a l'impression qu'elle est en train de continuer. C'est vrai, Steve Jocelyn Gauss, je ne voudrais pas entrer dans ces intrigues. C'est que je voulais rester dans la posture du journaliste où je pense que les enquêtes suivent leur cours et ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Il peut arriver qu'il y ait une simple coïncidence avec le départ de M. Biya, qui a été annoncé depuis fort longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons être au courant nous savons que 47 chefs d'État vont se retrouver aux États-Unis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est au courant. Mais il y a une affaire quand même qui pointe à l'horizon et qui met le FBI en branle. Ils veulent connaître exactement pourquoi est-ce que 42 milliards de francs CFA ont disparu de leurs recettes, justement parce qu'il y avait une activité qui était menée dans l'inégalité, et il se pourrait donc que l'ambassadeur du Cameroun a joué les couvertures, et c'est ce qui risque d'apporter sa tête. En tout cas, nous savons également que depuis un certain temps, il y a pas mal de campagnes de dénigrement du côté des États-Unis. On a d'ailleurs, d'après nos informations, eu des confirmations qu'il y a des groupes de personnes, des groupes d'Américains et de personnes qui vont devoir attendre le chef de l'État camerounais déjà à la descente de l'aéroport pour commencer à dire des choses qui ne tiennent pas toujours debout. Passons maintenant en Algérie avec El Watan, qui signifie la nation. Fait inédit et scandale politique. El Watan nous apprenait ce lundi que Bouteflika était absent de la campagne. C'est selon nos confrères du jamais vu et du jamais vécu du côté de l'Algérie. Un candidat absent au lancement d'une campagne en vue de la présidentielle d'avril 2014. En tout cas, c'est le très grand constat que vient de faire El Watan. Abdelaziz Bouteflika n'a pas encore dit un mot depuis qu'il s'était présenté pour officialiser sa candidature, et il a prononcé quelques phrases. On ne l'a plus jamais entendu, ni sur son lit, ni dans une sortie publique. Le président est rentré en autarcie. On se demande bien si sa campagne va se faire par procuration. C'est d'ailleurs l'expression que El Watan a dû utiliser, une campagne par procuration. Nous allons seulement constater que l'Algérie nous montrera de tout. En tout cas, le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika a donné favori de la présidentielle malgré les contestations, pour ne pas dire la contestation inédite, a promis une démocratie plus large et un partage des richesses lors du lancement de la campagne électorale assurée sur le terrain par ses observateurs. Le président algérien d'ailleurs a affirmé samedi dans une lettre aux Algériens que ses ennuis de santé ne le disqualifient pas pour la présidentielle du 17 avril prochain. Alors Steve, il faut remarquer quand même que ces ennuis de santé du président Abdelaziz Bouteflika datent depuis 2005. Ce n'est pas depuis pratiquement 2014. Terminons également par cette information, puisque la réalisation nous fait pas mal de signes de la main. L'épidémie de fièvre Ebola qui a déjà fait des dizaines de morts dans le sud du pays, on parle là de la Guinée-Conakry, depuis début février, a atteint finalement la capitale Conakry, vaste ville côtière de plus de 1,5 million d'habitants. Sur 80 personnes qui ont contracté la maladie, 59 sont aujourd'hui mortes. On a également eu samedi dernier notre confrère du côté de la Guinée-Conakry, le rédacteur en chef du quotidien Kaloum Presse, exactement, je me rappelle parce qu'il y a trop de journaux et quotidiens. Eli Ounia Kamara, qui nous faisait comprendre que justement c'est vivement un sérieux problème actuellement du côté de la Conakry. En tout cas, l'Ebola a toujours tué. Rappelez-vous, lors de sa première sortie au Soudan,
d'Ebola n'avaient pas pardonné les Soudanais, ils étaient morts. On a également vu le cas également du côté de la RD Congo. Tout à fait. Donc, les cas d'Ebola n'ont pas encore trouvé des solutions. Et c'est justement une maladie qui n'a pas de médicaments ni de remèdes. Tout à fait. Raoul Pépin Bena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci. On se retrouve demain pratiquement pour le même exercice. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de Kiosque Africain, la première édition de cette semaine. N'oubliez surtout pas, la principale occupation, c'est l'amour. La seconde, c'est de médire. La troisième, de dire des sottises. Nous avons choisi la première, l'amour, car la haine est un fardeau trop lourd à porter. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous, et à demain, s'il plaît à Dieu.